Le cœur battant à tout rompre. Je me tenais devant le bureau de la doyenne, mes mains tremblantes serrant un dossier falsifié. J'avais inventé toute une identité pour m'infiltrer dans cette prestigieuse université parisienne, prétendant être une étudiante oméga en quête de conseils académiques. Mais mon vrai but était de me rapprocher d'elle. La fameuse doyenne Beta, dont la réputation de fermeté et de charisme m'avait obsédée depuis des mois. Et voilà que, au moment où je tentais un flirt subtil lors d'une rencontre fortuite dans les couloirs, elle m'avait démasqué d'un regard perçant, déclenchant une cascade d'événements qui allaient bouleverser nos vies à jamais. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans les rues animées du quartier latin. J'étais Camille, une jeune femme de 22 ans, issue d'une famille conservatrice de la banlieue lyonnaise, où les traditions catholiques pesaient comme un joug invisible. Mes parents, des commerçants rigides, m'avaient élevée dans l'idée que l'amour devait suivre un chemin tracé d'avance, un mariage hétérosexuel, des enfants, une vie stable. Mais au fond de moi, une tempête rageait depuis l'adolescence. J'avais toujours été attirée par les femmes. Un secret que je gardais enfoui par peur du rejet. À Paris, où j'étudiais officiellement la littérature à la Sorbonne, j'avais enfin osé explorer cette part de moi. Des soirées clandestines dans des bars lesbiens, des discussions en ligne anonymes, tout cela m'avait mené à découvrir l'existence de l'Université des Arts Modernes, dirigée par la doyenne Elisabeth Moreau, surnommée Beta par ses pairs pour sa position intermédiaire dans la hiérarchie académique, ni alpha dominatrice ni oméga soumise, mais un équilibre parfait de force et de sensibilité. Beta Elisabeth était une légende. À 35 ans, elle avait gravi les échelons avec une détermination farouche. Issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, où les apparences comptaient plus que tout. Mariée jeune à un homme influent pour plaire à ses parents, elle avait divorcé après avoir réalisé son attirance pour les femmes. Un scandale étouffé par des relations puissantes. Aujourd'hui, elle incarnait l'émancipation. Mais à quel prix? Les rumeurs circulaient, elle vivait seule, évitait les relations, se consacrait corps et âme à son institution. C'est en lisant un article sur elle dans un magazine féministe que j'avais été captivée. Ses yeux bleus intenses sur la photo. Son sourire confiant tout en elle résonnait avec mes propres luttes. Je voulais la connaître, la comprendre, peut-être même la séduire. Mais comment approcher une femme comme elle? Inaccessible derrière ses murs académiques? J'ai élaboré un plan audacieux. En me faisant passer pour une étudiante oméga, un terme emprunté à la sous-culture universitaire pour désigner les novices vulnérables en quête de mentorat, je pouvais demander un rendez-vous. J'ai falsifié des documents, une inscription bidon, un CV inventé, même une lettre de recommandation volée en ligne. Mon cœur se serrait à chaque mensonge, mais l'excitation l'emportait. C'est pour une bonne cause, me disais-je, ignorant les fissures morales qui se creusaient en moi. Le jour J, je me suis présentée à son bureau. Vêtue d'une tenue simple mais élégante, mes cheveux châtains attachés en un chignon désordonné pour accentuer mon air innocent. Bonjour, mademoiselle Laurent, a dit Elisabeth en m'accueillant. Sa voix ferme mais chaleureuse. Elle portait un tailleur gris perle qui soulignait sa silhouette athlétique. Ses cheveux noirs courts encadrant un visage aux traits ciselés. Je me suis assise, les jambes tremblantes. Et j'ai commencé mon discours préparé, des doutes sur mon orientation académique. Une admiration feinte pour son parcours. Mais au fil de la conversation, quelque chose a changé. Ses questions étaient incisives,
Comme si elle sondait mon âme. Pourquoi oméga? C'est un terme chargé. Vous savez. Il implique une vulnérabilité que peu assume. J'ai rougi. Balbutiant une réponse. Mais ses yeux ne me lâchaient pas. À la fin. Elle m'a proposé de revenir pour un suivi. Victoire? Ou piège? Les semaines suivantes. Nos rencontres se multiplièrent. Je jouais le rôle à la perfection, l'étudiante admirative, posant des questions profondes sur la vie, l'amour, la société. Elisabeth se livrait peu à peu, parlant de ses combats contre les préjugés dans le milieu académique, où être lesbienne restait un tabou malgré les avancées. La France se dit progressiste. Mais dans les couloirs du pouvoir? C'est une autre histoire? Confiait-elle un après-midi pluvieux? Tandis que nous marchions dans les jardins de l'université. Je sentais une connexion grandir, mais aussi la culpabilité me rongeait. Chaque mensonge était une trahison potentielle. Et puis, il y avait ma famille. Mes parents appelaient régulièrement, insistant pour que je rentre pour les fêtes, me présentant des amis de la famille, des hommes célibataires. Quand vas-tu te stabiliser? Camille, demandait ma mère. Sa voix lourde de sous-entendu. Je raccrochais. Le cœur lourd, me réfugiant dans mes fantasmes avec Elisabeth. Un soir, lors d'une conférence sur les droits LGBT, je l'ai croisée par hasard. L'auditorium était bondé. L'atmosphère électrique. Après son discours passionné sur l'égalité, je l'ai approchée. Un verre à la main. Votre intervention était inspirante, ai-je dit. Ma voix plus basse que d'habitude. Un sourire suggestif aux lèvres. C'était le flirt calculé. Un pas de trop dans mon plan. Elle m'a regardé. Un sourcil arqué. Vraiment? Oméga? Ou est-ce autre chose? Mon sang s'est glacé. Elle savait. Comment? Avais-je laissé une trace? Le lendemain. Un email laconique venait à mon bureau. Urgent. Assise en face d'elle. Je sentais la tension crépiter. J'ai vérifié vos dossiers. Camille. Ou devrais-je dire? Mademoiselle Dupont? Rien ne correspond. Sa voix était calme. Mais ses yeux trahissaient une colère contenue. J'ai nié d'abord. Puis craqué sous son regard. Je voulais juste vous connaître. Vous représentez tout ce que je n'ose paraître. Les larmes coulaient. Un mélange de honte et de soulagement. Elisabeth s'est levée. Faisant les 100 pas. Vous avez risqué votre avenir, pourquoi? Un caprice? Mais derrière sa dureté? Je voyais une faille, elle aussi luttait contre ses démons. Ce moment de vérité marqua le début d'une relation complexe, où la confiance brisée devait être reconstruite pierre par pierre. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elisabeth m'imposa des conditions, plus de mensonges, des rencontres en dehors de l'université, une discrétion absolue. Nous nous voyons dans des cafés discrets du Marais, quartier emblématique de la communauté LGBT. Là, elle me racontait son passé, le mariage forcé, le coming out douloureux, le rejet partiel de sa famille. Ma mère ne m'adresse plus la parole depuis 5 ans, avouait-elle, la voix brisée. Je partageais mes propres tourments, la pression familiale, la peur d'être déshéritée, la solitude à Paris.
Nos conversations étaient intenses, chargées de débats sur la morale. Était-il juste de mentir pour approcher quelqu'un? La société nous forçait-elle à ces extrêmes? Pourtant, l'attirance grandissait. Un soir, sous la pluie battante, nos mains se frôlèrent. Pas de baiser, juste un regard qui en disait long. Mais les obstacles surgissaient. Un collègue d'Elisabeth, un professeur conservateur, commença à poser des questions sur mes visites fréquentes. Attention, Bêta. Les rumeurs circulent. Elle durcit son attitude, me repoussant pour me protéger ou se protéger elle-même. De mon côté, ma sœur aînée, apprenant mes fréquentations suspectes via un appel maladroit, me confronta. Camille, qu'est-ce que tu fais? Maman va avoir une crise si elle sait. Le conflit intérieur me déchirait. Poursuivre cette relation naissante ou céder à la norme familiale? Au milieu de ce chaos, une décision cruciale, j'avouai tout à Elisabeth sur mon orientation. Mes peurs profondes. Elle m'écouta, puis posa une main sur la mienne. Nous sommes toutes deux prisonnières de nos mondes. Mais peut-être pouvons-nous nous libérer ensemble. C'était le premier pas vers une intimité émotionnelle. Mais le prix était élevé. Mes notes chutaient. Ma santé mentale vacillait. Et Elisabeth risquait sa carrière si notre lien était révélé. La tension montait, inexorablement. Les semaines se transformèrent en mois. Et notre relation évolua dans un équilibre précaire. Elisabeth et moi nous retrouvions désormais dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement. Un havre de paix rempli de livres et d'œuvres d'art. Là, loin des regards indiscrets, nous partagions des dîners improvisés, discutant jusqu'au bout de la nuit. La société française prône la liberté. Mais pour les femmes comme nous, c'est un combat quotidien, disait-elle souvent, ses yeux brillants d'une passion contenue. Je hochais la tête, absorbant ses paroles comme une éponge. Mais chaque rencontre ravivait mes doutes, étais-je digne d'elle? Mon mensonge initial planait comme une ombre. Un jour, un appel de ma mère changea tout. Camille, nous venons à Paris pour te voir. Ton père veut discuter de ton avenir. Paniquée, je confiai mes craintes à Elisabeth. Elle proposa une solution radicale, dis-leur la vérité. C'est le seul moyen de te libérer. Mais l'idée me terrifiait. Mes parents, fervents catholiques, voyaient l'homosexualité comme un péché. Je choisis le silence, organisant une visite factice où je jouais la fille modèle. Durant le déjeuner dans un bistrot près de la Seine, je sentais leur regard scrutateur. Tu as l'air distraite? Ma chérie. Est-ce qu'il y a un garçon? Demanda ma mère avec un sourire forcé. Je niai. Le cœur serré, trahissant une fois de plus qui j'étais vraiment. Cette duplicité me coûta cher. Elisabeth, sentant mon recul, s'éloigna. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui se cache, déclara-t-elle lors d'une dispute houleuse. Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Je rentrai chez moi en larmes, confrontée à un choix moral déchirant, sacrifier ma famille pour l'amour, ou renoncer à Elisabeth pour préserver la paix familiale? Les nuits devinrent insomniaques, hantées par des scénarios catastrophes. Et si mes parents me reniaient? Et si Elisabeth me quittait pour de bon? Au travail, Elisabeth affrontait ses propres démons.
Un conseil d'administration où le mit en lumière des plaintes anonymes sur sa vie privée. Un collègue jaloux, suspectant notre lien, avait lancé des rumeurs. Madame Moreau, votre impartialité est remise en question, tonna le président. Elle défendit sa position avec brio. Mais le soir, chez elle, elle s'effondra dans mes bras. J'ai tout sacrifié pour cette carrière. Et maintenant, pour toi, je risque de tout perdre. Notre étreinte était chargée de tension, un mélange de tendresse et de peur. Ce moment de vulnérabilité nous rapprocha, mais accentua les enjeux. Puis vint la trahison inattendue. Ma sœur, fouillant dans mon téléphone lors d'une visite surprise, découvrit des messages d'Elisabeth. Camille. C'est quoi ça? Une femme plus âgée, hurla-t-elle. Les yeux emplis de choc. Paniquée. Je la suppliai de se taire. Mais elle, loyale à nos parents, menaça de tout révéler. C'est pour ton bien. Tu te détruis. Le conflit familial explosa. J'appelai Elisabeth en pleurs, mais elle était en réunion. Seule, je dus affronter ma sœur, c'est qui je suis. Accepte-le ou pars. Elle partit, me laissant brisée. Les répercussions furent immédiates. Ma sœur parla à mes parents, qui débarquèrent furieux. Comment oses-tu? C'est contre nature, cria mon père, rouge de colère. Ma mère pleurait, invoquant la Bible. Je tins bon, défendant mon amour pour Elisabeth. Mais le prix fut exorbitant, ils coupèrent les ponts, me laissant sans soutien financier. Désormais, je devais survivre seule à Paris, cumulant des petits jobs pour payer mes études. La solitude me rongeait, mais elle forgeait aussi ma résolution. Elisabeth, apprenant la nouvelle, me soutint. Tu as fait le bon choix. Même si ça fait mal. Nous passâmes des soirées à reconstruire nos vies, débattant des normes sociétales. La France a légalisé le mariage gay. Mais les mentalités traînent, observait-elle amèrement. Pourtant, des fissures apparurent. Sa carrière patinait, les rumeurs persistaient. Un soir, elle reçut une offre d'emploi à l'étranger, en Suisse, où elle pourrait recommencer à zéro. Peut-être est-ce la solution? Murmura-t-elle. Mon cœur se serra, allais-je la perdre pour sa sécurité? Au milieu de ce tumulte, une confrontation majeure survint. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, je croisai ma sœur parmi la foule hostile d'un contre-groupe conservateur. Nos regards se croisèrent, chargés de douleur. Camille, reviens à la raison, implora-t-elle. Je refusai, tenant un drapeau arc-en-ciel aux côtés d'Elisabeth. Ce moment symbolisa ma transformation, d'une menteuse cachée à une femme assumée. Mais le coût émotionnel était immense, je perdais ma famille, pièce par pièce. La tension culminait. Elisabeth, face à l'ultimatum de son conseil, dut choisir, sa carrière ou nous. Je ne peux pas tout abandonner, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Je compris alors que l'amour véritable impliquait des sacrifices mutuels. Notre relation, née d'un mensonge, devait affronter la réalité brute.
Les mois suivants furent un véritable tourbillon de dilemmes moraux et de confrontations intenses. Après la manifestation, Elisabeth et moi décidâmes de nous accorder du temps. Mais la distance ne fit qu'amplifier nos tourments intérieurs. Je me retrouvais seule dans mon petit studio du 20e arrondissement, à ruminer les conséquences de mes choix. Sans le soutien familial, je jonglais entre des cours à la Sorbonne et un emploi de serveuse dans un café branché. Chaque soir, en rentrant épuisée, je me demandais si tout cela en valait la peine. Ai-je détruit ma vie pour un amour incertain, me murmurais-je, fixant le plafond fissuré. Elisabeth, de son côté, luttait contre les pressions professionnelles. Le conseil d'administration, influencé par des ragots persistants, lui imposa une enquête interne. Madame Moreau, vos relations personnelles interfèrent-elles avec vos devoirs, interrogea un inspecteur austère. Elle nia farouchement. Mais le doute s'insinuait. Un soir, elle m'appela. La voix tremblante, ils ont trouvé des emails. Rien de compromettant, mais assez pour semer le doute. Je proposai de témoigner, mais elle refusa. Ça te mettrait en danger. Sa protection me touchait, mais soulignait aussi notre vulnérabilité. Puis vint le choc familial suprême. Mon père, dans un rare moment de contact, m'envoya une lettre manuscrite. Camille, ta mère est hospitalisée. Le stress de tout ça l'a brisée. Reviens. Renonce à cette folie. Les mots me transpercèrent. Étais-je responsable de sa santé? La culpabilité me submergea, me poussant à reconsidérer tout. J'appelai Elisabeth, en pleurs. Peut-être devrions-nous arrêter. Pour eux. Pour toi. Elle arriva chez moi dans l'heure, son visage marqué par l'inquiétude. Non. Camille. C'est leur choix de ne pas accepter. Mais si tu doutes. Sa phrase resta en suspens, lourde de sous-entendus. Cette nuit-là, nous débattîmes jusqu'à l'aube. La société nous force à choisir entre amour et famille. Dis-je. Amère. Elisabeth acquiesça, et les mœurs catholiques exacerbent ça. Mais renoncer, c'est trahir soi-même. Nos arguments étaient passionnés, révélant des couches profondes de nos personnalités. Elle, la pragmatique, pesait les risques, moi. L'idéaliste, clamait la liberté. Au final, nous décidâmes de persévérer, mais avec prudence. Pas de rencontres publiques, des communications codées. C'était épuisant, mais nécessaire. Pourtant, une nouvelle trahison surgit de l'intérieur. Une amie proche, à qui j'avais confié mes secrets, jalouse de mon aventure, répandit des rumeurs en ligne. Des posts anonymes sur des forums universitaires accusaient Elisabeth de favoritisme. La doyenne bêta couche avec une étudiante, lisait-on. Le scandale éclata. Elisabeth fut suspendue temporairement, le temps d'une enquête. Furieuse, elle me confronta. Qu'y as-tu dit? Je niai d'abord, puis avouai ma confiance mal placée. Je suis désolée, balbutiai-je. Ses yeux se durcirent. La confiance est fragile. Camille, tu l'as brisée une seconde fois. Le prix de cette erreur fut colossal. Elisabeth s'isola, refusant mes appels.
Je me sentais perdue, hantée par le regret. Pour me racheter, je traquai l'amie traîtresse et la confrontai dans un parc. Pourquoi? Par jalousie. Elle ricana, tu vis un conte de fées interdit. La réalité est plus dure. Ces mots résonnèrent, soulignant les préjugés sociétaux. De retour, je rédigeai une lettre anonyme au conseil, défendant Elisabeth. Mais était-ce suffisant? Entre-temps, la santé de ma mère s'améliora. Mais le fossé familial persistait. Lors d'une visite à l'hôpital, je tentai une réconciliation. Maman, je t'aime. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Elle me regarda, les yeux emplis de larmes, et nous? Ton choix nous détruit. Le dilemme moral me déchirait, l'individualisme contre le devoir filial. Je rentrai à Paris, plus déterminée que jamais à lutter. Elisabeth, réintégrée après l'enquête, me contacta enfin. Viens. On parle. Notre réunion fut tendue, chargée d'accusations et de pardons. J'ai failli tout perdre à cause de toi, dit-elle. Et moi? Ma famille, rétorquai-je. Ce dialogue franc marqua un tournant, nous reconnûmes nos faiblesses, décidant de bâtir sur des bases solides. Mais les obstacles extérieurs montaient. Un article dans un journal local exposa les rumeurs, forçant Elisabeth à un coming out public partiel. Je suis lesbienne. Et fière, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. La société réagit en mélange, soutien des progressistes, backlash des conservateurs. Pour moi, ce fut libérateur. Inspirée, j'organisai une rencontre avec mes parents. Acceptez-moi. Ou perdez-moi. Mon père, stoïque, refusa, ma mère hésita. La douleur était palpable. Mais je tins bon. Le coup, une famille fracturée. Mais une identité affirmée. La tension atteignait son paroxysme. Elisabeth reçut des menaces anonymes, probablement de collègues rivaux. Attention. Bêta. Ta chute approche. Effrayée, elle envisagea de démissionner. Peut-être est-ce trop. Je la convainquis de lutter, ensemble. On est plus forte. Notre alliance se renforça. Mais à quel prix? La fatigue émotionnelle nous usait. Au cœur de la tourmente, une révélation majeure ébranla tout. En fouillant dans de vieux documents familiaux, je découvris que ma tante, décédée jeune, avait été lesbienne, rejetée par la famille. C'est pour ça que maman est si rigide. Réalisai-je. Cette découverte alimenta mon combat intérieur, répéter l'histoire ou la briser. Je confrontai ma mère par téléphone. Tu as laissé tante Marie souffrir seule. Veux-tu la même chose pour moi? Elle sanglota, c'était une autre époque. Mais ces mots craquelèrent sa façade, ouvrant une brèche. Elisabeth, de son côté, affrontait un ultimatum professionnel, démissionner ou affronter un procès interne. Ils veulent ma tête? Confia-t-elle. Épuisée. Je proposai un plan audacieux, témoigner publiquement de notre relation, transformant le scandale en plaidoyer pour l'égalité. C'est risqué, objecta-t-elle. Mais nécessaire, insistai-je. Après des heures de débat, elle accepta.
Notre décision marqua un point de non-retour, où l'amour défiait les normes. La préparation fut intense. Nous rédigeâmes un communiqué. Contactâmes des associations LGBT. Le jour J. Lors d'une conférence à l'université, Elisabeth prit la parole. Ma vie privée est attaquée parce que je suis lesbienne. Mais l'amour n'est pas un crime. Je la rejoignis sur scène, main dans la main. La salle explosa en applaudissements et huées. Ce moment de vérité libéra un poids immense, mais déclencha une vague de conséquences. Mes parents, apprenant via les médias, réagirent violemment. Mon père m'appela, « Tu nous humilies publiquement. » Je répliquai, « C'est vous qui me forcez à me cacher. » La rupture semblait définitive, me laissant avec un vide abyssal. Elisabeth perdit des alliés professionnels, mais gagna le respect de beaucoup. Le prix de l'authenticité est élevé, murmura-t-elle ce soir-là, blottie contre moi. Pourtant, une lueur d'espoir surgit. Ma sœur, touchée par notre courage, me contacta en secret. Je t'admire, Camille. Peut-être ai-je tort. Ces mots ravivèrent l'espoir d'une réconciliation familiale. Nous nous rencontrâmes dans un café, débattant des valeurs sociétales. La France change. Lentement, admit-elle. Ce dialogue planta les graines du changement. Mais les épreuves continuaient. Elisabeth fut mutée à un poste inférieur. Un châtiment déguisé. C'est de la discrimination? Rageai-je. Elle haussa les épaules, c'est la réalité. Notre relation, désormais publique, attira des regards hostiles. Des insultes dans la rue. Des emails haineux, la société révélait son visage sombre. Nous nous soutenions mutuellement. Mais la fatigue s'accumulait. Un soir, une confrontation finale avec mes parents eut lieu. Ils vinrent à Paris, demandant une rencontre. Assis autour d'une table, les tensions explosèrent. Comment pouvez-vous accepter ça, pleura ma mère. Elisabeth intervint calmement, parce que l'amour transcende les préjugés. Mon père, ému malgré lui, murmura, donnez-nous du temps. Ce n'était pas une victoire, mais un pas. La haute tension menait à l'épuisement. Elisabeth et moi décidâmes d'une pause, pour réfléchir. Avons-nous fait le bon choix, me demandai-je. Seule face à mes démons. Les semaines de séparation furent un calvaire introspectif. Sans Elisabeth, je me confrontais à mes choix passés, le mensonge initial, les trahisons, les sacrifices. Ai-je gagné la liberté au prix de tout? Paris, avec ses lumières éternelles, semblait moqueur. Je repris contact avec ma sœur, qui devint un pont vers mes parents. Ils s'adoucissent, confia-t-elle. Une visite familiale tendue suivie, où des excuses timides furent échangées. Nous t'aimons. Mais c'est dur, admit ma mère. Le chemin vers l'acceptation était long, mais entamé. Elisabeth, pendant ce temps, regagnait du terrain professionnel. Soutenue par des collègues progressistes, elle obtint une promotion, transformant l'adversité en force. Le combat paie, m'écrivit-elle. Notre retrouvaille furent émouvantes, un dîner au clair de lune sur les bords de Seine. Nous avons payé cher, mais regardons ce que nous avons construit.
Nos mains entrelacées symbolisaient la résilience. Pourtant, des cicatrices persistaient. Les préjugés sociétaux, les mœurs rigides, les dilemmes moraux, tout cela avait laissé des marques. Nous débattions souvent, la société évolue-t-elle vraiment? Elisabeth, optimiste, croyait au progrès, moi, marquée par les pertes, restait prudente. Au fil du temps, notre relation s'épanouit. Nous voyageâmes en Provence, loin des tumultes parisiens, renforçant notre lien. Ma famille, lentement, s'ouvrit, une invitation à dîner. Des questions curieuses sur Elisabeth. Le prix payé semblait justifié, même si les blessures restaient. Mais la vie réservait une dernière épreuve. Elisabeth reçut une offre irrésistible à l'étranger. C'est une chance pour recommencer, dit-elle. Le choix déchirant, la suivre ou rester? Après des nuits d'insomnie, je décidai de partir avec elle, sacrifiant mes racines pour l'avenir. Des années plus tard, installés en Suisse, nous regardions en arrière. Les conflits intérieurs apaisés, les pressions sociétales atténuées. Mais la question persistait, avons-nous fait le bon choix en défiant tout pour l'amour? Était-il juste de sacrifier sa famille et sa carrière pour une relation interdite par les normes sociétales?